Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième série de top 3 de la saison. Cette fois je vais couvrir une partie assez importante, 8 semaines en tout, avec l'ensemble des tournois printaniers européens sur terre battue. Presque 2 mois en tout et très peu de très grands résultats pour nos joueurs, il faut bien le reconnaître. Une période dont le mot d'ordre est plutôt blessure. Vous pouvez compter avec moi le nombre de fois où je citerai ce mot, blessure, blessé ou un autre. Je le marquerai d'un petit son. Comme ça, c'est assez effarant et très inquiétant même de voir l'état de santé général de nos joueurs et joueuses. Je débute avec le top 3 ATP. Car oui, ça va en surprendre plus d'un, mais David Goffin reste sur la plus haute marche de notre top 3 ATP, malgré des résultats très faibles pour lui. Mais ils n'ont été que 5 à disputer au moins un tournoi à ce niveau, donc des tournois ATP et des Challengers. Et les 4 autres, malgré des attentes nettement moins élevées, n'ont pas réalisé de performances extraordinaires non plus. Bon, pour être clair, c'est essentiellement en raison d'un résultat que David atteint cette première place, son premier résultat de la période, un quart de finale à Monte-Carlo, suite à une très belle victoire sur Alexander Zverev. On croyait alors David relancé grâce au retour sur terre, après quelques mois très difficiles, mais une blessure aux adducteurs survenue la semaine suivante à Barcelone vint tout gâcher. Obligé d'abandonner au troisième tour, il déclare ensuite forfait pour Madrid et ne parvient jamais à retrouver son rythme par la suite. Défaite au deuxième tour de Rome contre Delbonis, dès son entrée à Lyon face à Bedene, il est aussi battu lors de son premier match à Roland-Garros. Cette défaite-là, face à Lorenzo Musetti, était tout de même plus attendue car le jeune Italien crève l'écran depuis 8 mois, alors que David a connu quelques hauts, mais surtout beaucoup de bas sur la même période. On espère que le gazon lui ramènera la confiance, et qu'il pourra rapidement revenir à un niveau plus en adéquation avec son talent. Le deuxième joueur de notre sélection est, comme souvent, Kimmer Coppejans. Après un début de saison plutôt bon, le Standais a un peu marqué le pas en avril-mai. À Split puis à Biella, il s'est incliné 2 fois d'entrée en Challenger, face à des joueurs nettement moins bien classés que lui. À Heilbronn, il a atteint le second tour et ne s'est incliné qu'en 3 manches face à une tête de série. Il a ensuite disputé les qualifications du tournoi ATP de Lyon, et s'est là aussi incliné de justesse face au français Rinderknecht, un joueur très en forme ces derniers mois. Mais c'est à Roland-Garros que Kimmer a signé sa meilleure performance en atteignant le dernier tour des qualifications. Passé par le chat de l'aiguille au premier tour, il a très longtemps embêté le solide chilien Galan, tête de série numéro 2 du tableau préliminaire, au troisième tour. Il s'en est vraiment fallu de peu pour que Kimmer n'atteigne un troisième tableau final à Paris. Après sa superbe saison indoor, les Zoubergs étaient très attendus. Sa récente montée au classement lui a permis de rester sur le circuit Challenger, mais il a tout de même dû passer par les qualifications. Bon, ses performances sont très loin des 2 titres remportés en mars, puisqu'il n'a atteint qu'une seule fois le tableau final, mais c'est tout de même lors d'un Challenger très relevé à Oeiras. Et il a tout de même obtenu 2 bons succès contre l'Allemand Mazur et contre Ernest Gulbis durant cette période. On attend plus bien sûr de lui les prochains mois, mais ce n'était quand même pas trop mal. Après son congé de paternité, Ruben Bummelmans est revenu sur la surface qui lui convient sans doute le moins, et sans surprise, ses résultats ont été assez faibles, avec 4 défaites d'entrée, 3 en Challenger et 1 lors des qualifications de Roland-Garros. Ce n'est évidemment pas simple de reprendre après une longue pause, et on peut espérer revoir Ruben à un meilleur niveau sur gazon. Le gel du classement continue à profiter à David Goffin, qui grappille encore 2 places. À la race, il n'est aujourd'hui plus dans le top 20, derrière lui les positions varient très peu. Zoubergs grimpe encore d'un rien, mais c'est toujours ça de prix. Les meilleures performances belges au plus haut niveau sont évidemment à nouveau à mettre à l'actif d'Elise Mertens. La Limbourgeoise a débuté sa saison sur terre battue européenne par une finale à Istanbul, où elle avait demandé une invitation car elle n'avait pas prévu ce tournoi à son programme au départ. Elle a enchaîné à Madrid avec des victoires très convaincantes sur Elena Rybakina et surtout Simona Halep. La Roumaine a toujours posé de gros problèmes à Elise par le passé, donc parvenir à la battre sur sa surface préférée lors d'un match très serré sur l'un des plus grands courts du circuit est vraiment un moment fort de la saison d'Elise. Malheureusement, comme David, Elise va ensuite se blesser, elle aussi. Une douleur à la cuisse gauche la contraint à l'abandon en quart face à sa copine Aryna Sabalenka. Elle dispute tout de même le tournoi de Rome, mais moins mobile, s'incline d'entrée face à Kudermetova. Elle décide alors de faire une pause jusqu'à Roland-Garros pour prendre un peu de repos bien mérité après déjà plus de 40 rencontres disputées depuis janvier. Évidemment, après cette coupure, les premiers pas d'Elise à Paris sont un peu poussifs. Après 2 premiers tours pas franchement emballants, elle dispute son meilleur match au 3e tour, mais s'incline tout de même face à la grecque Maria Sakkari,
dont la suite du parcours prouve qu'elle était vraiment en très grande forme. C'est un peu dommage qu'Elise ne parvient pas pour l'instant à obtenir les mêmes résultats au niveau des grands chelems que sur le reste du circuit. On verra bien si elle y parvient enfin à Wimbledon. Greet Minen est montée en puissance progressivement tout au long de cette saison sur terre. Battue assez sèchement par des joueuses à sa portée lors des 60 000 $ de Heiras et de Zagreb, elle passe un tour au WTA 125 de Saint-Malo et ne s'incline qu'au tie-break du dernier set face à la Suissesse Golubic, très en forme depuis le début de l'année. Elle retourne alors en ITF pour se hisser en quart à la Bisbal-Demporda, mais elle a la malchance de tomber face à l'ancienne top 100 Irina Kromacheva. C'est finalement à Roland-Garros qu'elle réussit sa meilleure performance. Elle parvient à s'extirper des qualifications pour disputer son 5e Grand Chelem consécutif. Et dans le tableau final, elle tient tête pendant 2 sets à Petra Kvitova et s'octroie même une balle de match, mais finit par s'incliner en 3 manches. Malgré la défaite, cette rencontre est très positive pour Greet, qui sait maintenant qu'elle peut faire jeu égal avec les top 10. Malgré une blessure fin février, Marina Zanevska semble avoir retrouvé son meilleur niveau cette année. Lors de son retour, début avril, elle passait déjà 2 tours dans un 60 000 $ en Suisse, puis un autre la semaine suivante au Portugal. Les 2 fois, elle n'était d'ailleurs battue qu'en 3 sets serrés. Mais c'est surtout lors du tournoi WTA de Strasbourg qu'on a revu la Marina d'il y a 4 ou 5 ans, celle qui flirtait avec le top 100. En Alsace, elle est sortie des qualifications et a franchi le premier tour du tableau final pour la première fois à ce niveau depuis presque 3 ans. Marina a également très bien joué en 25 000 $, mais ça j'en parlerai dans la page ITF. Hormis ces 3 joueuses, la période fut assez compliquée pour nos représentantes. De retour de blessure, Alison Van Uytvanck n'a pas remporté un match en simple, que ce soit lors des qualifs à Madrid ou dans le tableau final à Saint-Malo, Belgrade, Strasbourg et Roland-Garros. Toujours pas totalement remise de sa blessure à la cheville, Kirsten Flipkens n'a pas disputé un seul match en 2 mois, et Lara Salden, sur le point d'effectuer la bascule entre les ITF et le Grand Circuit, est aussi tracassée par une blessure aux abdominaux. Après 3 défaites d'entrée, elle s'est résignée à observer une longue période de repos pour se soigner. Du coup, le classement ne bouge pas beaucoup. Elise Mertens poursuit une progression très lente à cause du gel du classement. La seule vraie satisfaction vient de la remontée de Marina Zanevska, qu'on pourrait revoir rapidement dans le top 200 si elle continue à ce niveau. Difficile de départager les 3 premiers du classement en futur, puisqu'ils ont tous remporté un titre. J'opte pour Christopher Heyman, qui a obtenu un 2e bon résultat à côté de ce titre. Après une défaite d'entrée lors du 25 000 $ de Meerbusch en Allemagne, Chris est parti à Antalya, où il a gagné son premier futur de la saison, le 18e depuis le début de sa carrière. Tête de série numéro 2, il a été sérieusement accroché par un qualifié en quart de finale et a également eu besoin de 3 sets en finale. La semaine suivante, toujours dans la cité balnéaire turque, Chris poursuivait sur sa lancée jusqu'en demi-finale, où, face à la première tête de série, le Suisse Herat, il était contraint à l'abandon. Une blessure assez importante apparemment, puisqu'il n'a plus joué un match de tout le mois de mai. Il est revenu cette semaine et on espère évidemment que sa blessure ne soit plus qu'un mauvais souvenir. C'est Jeroen Van Est qui vengera Chris en finale face à Herat pour remporter son 6e titre pro. Une excellente nouvelle pour Jeroen qui avait dû s'arrêter durant 15 mois pour une très grave blessure et dont le retour en début d'année était tout sauf convaincant jusqu'ici. Lui aussi a disputé le tournoi de Meerbusch et y a perdu d'entrée. Il s'agissait alors de sa 8e défaite en 9 rencontres. La première semaine à Antalya, Jeroen a atteint un quart de finale, avant donc cette victoire en forme de soulagement. Malheureusement, lors de la 3e semaine en Turquie, il perd un long match au premier tour en simple et doit renoncer à disputer sa demi-finale en double. Il n'a plus rejoué de tournoi depuis lors. On espère bien sûr que ce ne soit pas une rechute de sa blessure, mais c'est tout de même très inquiétant. En net recul ces 3-4 dernières années, Yannick Mertens reste une valeur sûre au niveau des futurs. En s'imposant à Marbella fin mai, il remportait pas moins que son 28e titre à ce niveau. C'est monstrueux. En dehors d'une demi-finale très disputée, le Brabançon n'a jamais été inquiété durant la semaine. Plus tôt durant le printemps, il avait franchi un tour à Meerbusch avant de perdre d'entrée à Sibenic, puis de se hisser en quart à Troisdorf. 3 autres joueurs se sont illustrés sur ce circuit durant le printemps. Déjà bien présent sur le circuit Challenger, Michael Geerts est revenu disputer 2 futurs en mai. Il a tout de même disputé une finale à Troisdorf avant de passer un tour aux 25 000 $ de Vic. Gauthier Onclin, blessé début avril, n'a pu revenir que mi-mai au tournoi de Troisdorf. Ses premiers matchs ont été un peu compliqués avec 2 défaites d'entrée, mais il est monté en puissance ensuite pour atteindre les quarts aux 25 000 de Kiseliak et aux 15 000 $ de Sarajevo. Simon Bopin a beaucoup joué. Malheureusement, en raison de son classement, il doit presque chaque semaine passer par les qualifications. Il est tout de même parvenu 2 fois à se qualifier, à Sibenic et à Bucarest,
et à chaque fois il a franchi un tour dans le tableau final. À Sarajevo, où il a pu prendre part au tableau final directement, il a là aussi atteint le deuxième tour. De nombreux jeunes joueurs ont disputé des tournois futurs pendant ces 2 mois, 6 en ont même joué au moins 2, mais les résultats n'ont pas été vraiment brillants. Seul Charles Tsikas a franchi un tour dans un tableau final, c'était au Caire. Le Taminois de 22 ans fait d'ailleurs son entrée au classement ATP grâce à ce résultat. Malgré leur titre, Jeroen van Est, Yannick Mertens et Chris Heyman ne font pas de bons extraordinaires non plus, 16 places tout au plus pour Chris. On peut aussi voir que Buvaiza Gadamori, déjà auteur d'une très belle progression durant l'hiver, continue sa montée vers le top 1000. Je l'ai dit il y a quelques minutes, Marina Zanevska a réalisé un très bon printemps, aussi bien au plus haut niveau que dans des 25 000 $. Pourtant, lors de son premier tournoi à ce niveau fin avril à Oeiras, la Brabançonne s'est blessée et a dû observer une pause de 4 semaines. Mais dès son retour, elle réalisait un très bon résultat à Strasbourg, j'en ai parlé, avant de revenir sur le circuit ITF. Début juin, elle remportait en effet son 18e titre sur ce circuit, le 8e aux 25 000 $ à Otocek. Épreuve de sa grande forme, elle n'a pas perdu le moindre set de la semaine. Très belle période également pour Clara Vlaselaar. Mi-avril, elle passait un tour dans un 15 000 $ à Monastir, mais c'est surtout lors de 2 épreuves en Israël début mai qu'elle va casser la baraque. Elle sort des qualifications les 2 fois avant de se hisser en demi à Ramat HaSharon, puis en quart à Jérusalem. Sur ces 2 tournois, elle a battu 4 joueuses classées entre la 591e et la 780e place mondiale, obtenant ainsi 4 de ses 6 plus grosses perfs en carrière. Une belle progression pour une jeune fille qui elle aussi a passé une bonne partie de 2020 sans jouer en raison d'une blessure à un genou. Magali Kempen a encore atteint une finale en 15 000 $, sa 3e de la saison à Monastir. C'est plutôt pas mal et elle passe d'ailleurs vraiment très près du titre puisqu'elle ne s'incline qu'au tie-break final. Mais elle peine un peu à répercuter ses bons résultats à ce niveau vers un niveau supérieur. Partie disputée 25 000 $ en Équateur début mai, elle en est revenue bredouille. À Liepāja fin mai, elle a bien remporté un match mais c'était face à une qualifiée. À 23 ans, il est temps qu'elle passe ce cap-là. En dehors de ces 3 joueuses, il n'y a pas eu beaucoup de points positifs pour les Belges sur le circuit ITF féminin. Un petit mot tout de même sur Chelsea Van Hout qui, par 2 fois, a franchi un tour dans des 15 000 $ à Antalya. Ce ne sont pas des résultats exceptionnels, loin de là, mais elle aussi revient d'une longue blessure et c'est déjà positif de regagner quelques matchs dans les tableaux finales. Après un bon début de saison, Elisa Van Langen donc marque un peu le pas. Revenue dans son quartier général de Monastir, où elle dispute quasiment tous ses tournois, elle n'a franchi qu'un seul tour en 4 épreuves. Elle peut certainement mieux faire, mais elle au moins elle a joué. En dehors des 5 joueuses que je viens de citer, la présence de Belges sur ce circuit fut quasiment inexistante. Je ne sais pas si c'est dû à des blessures ou des difficultés à trouver sa place entre les mesures Covid et les tableaux très relevés. Hélène Scholzen en tout cas a exprimé son mal-être sur les réseaux sociaux et annoncé qu'elle mettait sa carrière en suspens le temps que tout ça passe, et peut-être définitivement si ça dure trop longtemps. D'autres lui emboîteront sans doute le pas. Elles sont aussi des victimes indirectes du Covid et surtout de l'inaction de l'ITF pour aider les joueuses de ce niveau. Au classement, c'est bien sûr Clara Vlaselaar qui fait la belle opération, avec presque 200 places de gagnées sur ces 8 semaines. Elle obtient d'ailleurs son meilleur classement. Hélène Scholzen, en retrait du circuit, peut-être définitif, a déjà chuté au classement. Voilà, ceci conclut la première partie de ce top 3 du printemps européen. Je crois que j'ai entendu 15 fois, il me semble, la petite sonnette. Je ne sais pas si vous en avez compté autant, mais c'est de toute façon beaucoup trop et vraiment inquiétant pour nos joueurs. Ça se passe un tout petit peu mieux sur le circuit de double, sur le circuit wheelchair et les circuits espoirs. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous résumer tout ça. Passez une bonne fin de semaine. Ciao!